va se joindre aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Au nom du Centre d'études politiques internationales ici à l'Université d'Ottawa, bienvenue. Merci de vous être inscrits et de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette question très, très importante. Merci à nos panélistes. J'aimerais vous accueillir. J'aimerais aussi également reconnaître que l'Université d'Ottawa se trouve sur la terre non cédée algonquienne. J'aimerais aussi reconnaître qu'aujourd'hui, nous allons avoir plus de 200, 300 personnes qui se joignent à nous de tous les coins du monde, donc une communauté internationale, donc merci. Je vais partager dans le chat brièvement avec vous le lien du centre, Center for International Policy Studies, Centre d'études en politique internationale. Nous avons à peu près une quarantaine de chercheurs, professeurs de l'Université d'Ottawa qui travaillent sur toutes sortes de questions de politique internationale, de sécurité et la gouvernance globale. Je vous invite à visiter le centre. Nous avons le grand plaisir de travailler en partenariat avec professeur Dominique Harel, qui est professeur à l'école d'études politiques et également depuis longtemps chaire de recherche d'études ukrainiennes. Donc merci, nous sommes très heureux d'avoir cette collaboration aujourd'hui. Je vous laisse présenter nos panélistes. Aujourd'hui, le titre de notre discussion, c'est l'invasion russe de l'Ukraine. Donc voilà, professeur Harel Vantaux, merci. Merci beaucoup, Anna. Merci au Centre d'études politiques internationales, en anglais CIPS, Center for International Policy Studies, qui est un de nos joyaux ici à la Faculté des sciences sociales. Donc, comme Anna l'a dit, je suis Dominique Harel, titulaire de la chaire d'études ukrainiennes ici à l'Université d'Ottawa. Et nous vivons des moments extrêmement durs avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors, nous avons cru que pour essayer d'aider un peu la communauté ici francophone de s'y retrouver dans cette avalanche d'informations et ces images extrêmement choquantes. Donc, nous avons demandé à 5 chercheurs de partager leurs impressions. Avant d'aller plus loin, si vous êtes intéressé à suivre les activités de la chaire ukrainienne, j'ai mis ici mon Twitter handle, là, si vous voulez suivre, et aussi mon adresse courriel pour si vous êtes intéressé, que votre adresse soit ajoutée à nos listes d'envoi. Dans le courant du panel aujourd'hui, je pourrais ajouter aussi comment on dit les Twitter handles en anglais, les comptes Twitter Identifiants. Les identifiants, particulièrement Anna et François, qui sont très, très, très actifs sur le conflit ukrainien ces jours-ci. Alors voilà nos 5 invités. Anastasia Rybchuk de l'Université Mohyla à Kiev, mais qui est actuellement à Paris et qui est parvenue à fuir avec sa fille. Donc, elle va relater son expérience de la dernière semaine. Anastasia a fait une partie de son doctorat à Paris, d'où l'excellent français Thane Gustafson, professeur à l'Université Georgetown, grand spécialiste des questions énergétiques en Russie, et qui a passé une partie de son enfance à Paris, d'où la surprise. Il parle mieux français que moi. Anna Colin-Lebedev, qui est, je veux dire professeur au sens nord-américain du terme, les termes sont différents en Europe, à l'Université Paris-Nanterre, grande amie et à moi, et nous collaborons justement sur des projets à la chaire ukrainienne depuis très longtemps, dont le séminaire annuel de recherche d'Annie Liu, qui a été en suspension COVID depuis 2 ans, mais qui va faire un retour pendant cette guerre. Guillaume Sauvé de l'Université de Montréal, mais qui a aussi fait son doctorat. Rappelle-moi, est-ce que c'était en co-tutelle? En tout cas, il a fait le doctorat à Paris, à l'Institut d'études politiques, peut-être en co-tutelle, je ne m'en souviens pas. Non, il n'y avait pas eu de co-tutelle Pas de finalement. co-tutelle. Mais... Voilà, c'était uniquement à Paris. Entièrement à Paris. François Audet
de l'UQAM. Rappelle-moi le titre de ton centre. Désolé, mais c'est le grand spécialiste des crises humanitaires. En fait, je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM et mon centre de recherche donc, est l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. D'accord. Merci, François. François et moi, on s'est rencontrés le premier jour de la guerre sur un plateau de télévision ici au Québec, à Montréal. Et il est très actif là, sur la question ukrainienne. Donc, chaque intervenant va parler pendant une dizaine de minutes, pas plus. Et ensuite, nous allons passer à une discussion qui sera sûrement très riche. J'invite donc les gens dans notre auditoire à utiliser la fonction Zoom Q&A pour poser des questions. Le chat, vous ne pouvez pas utiliser le chat, mais les questions dans le Q&A, vous pouvez poser des questions, formuler des commentaires, questions. Pendant les présentations, on prend en note les questions et ensuite, voilà, on pourra piger dans cette sélection. Donc, nous nous tournons vers Anastasia. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis professeure associée à l'Université Kiev-Mohyla, département de sociologie. Et comme sociologue, je faisais des recherches de secteur humanitaire, en fait. C'est très ironique que maintenant, je me trouve de l'autre côté dans ce système comme réfugiée. Je faisais des recherches de l'anthropologie de l'humanitarisme, comment le secteur humanitaire fonctionne à Donbass, les discours sur des personnes déplacées, comment elles construisent le problème des personnes déplacées, des réfugiés. Et oui, maintenant, je me trouve à Paris comme réfugiée. J'étais à Kiev le premier jour alors jeudi dernier, j'étais à Kiev. Mercredi avant, c'était un jour normal. Ma fille est allée à l'école. J'ai vu une amie pour un café, le déjeuner. Et le matin, mon frère a appelé très tôt, à 5 heures le matin, que Poutine a déclaré la guerre. Et en fait, 2 semaines avant ça, quand les Américains et les Européens ont commencé à évacuer leurs citoyens. J'avais un peu de panique et je pensais quoi faire. J'ai décidé de parler avec ma famille des plans, qu'est-ce qu'on va faire si quelque chose se passe à Kiev. Et avec ma sœur, on a décidé qu'on va partir avec les enfants. Ma sœur, elle a 3 enfants et moi, j'ai une fille. La voiture est assez petite, mais on a dit, d'accord, s'il faut s'évacuer, on va mettre les enfants dans la voiture. Et ma mère, elle a dit aussi qu'elle va partir. La dernière minute, alors le matin, quand tout s'est passé, ma mère a dit non, je ne crois pas, et elle ne voulait pas partir. Alors ça, c'est peut-être le plus difficile pour moi d'accepter que ma mère reste à Kiev. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont séparées comme ça, que quelqu'un a pu partir et les autres membres de la famille restent. On fait aussi, ici à Paris, je connais des amis qui font leur doctorat à Paris et leur famille reste dans les villes différentes. Et certains des familles, ils n'ont pas de contact, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de lien Internet. Par exemple, Mariupol, c'est un désastre humanitaire maintenant. La ville a été coupée de réseau Internet pendant quelques jours complètement. Aussi, quelques villages pas loin de Kiev. Une amie à Paris, elle a dit qu'elle ne savait pas pendant 5 jours qu'est-ce qui se passait avec leurs parents et elle cherchait des moyens pour trouver qu'est-ce qui se passe là. Alors ça, je pense que c'est séparation des familles et ne pas savoir qu'est-ce qui se passe avec les membres de sa famille, c'est très difficile. Oui, heureusement, dans notre cas, ma mère est toujours au contact, elle nous écrit, elle reste à Kiev. Et mon frère aussi, il reste à Kiev, mais ça, c'était sa décision dès le début. Il a dit dès le début qu'il va battre, qu'il ne va pas partir. D'abord, on pensait aller à Lviv et rester à Lviv. Mais quand on approchait Lviv, c'était le premier jour de la guerre. Quand on approchait Lviv très tôt le matin, il y avait l'alarme aérienne et on était dans le champ, c'était à côté de Brody.
Et on a vu que Brody, il y avait le bombardement de la base militaire la veille. Et aussi à Rivne, la région à côté, il y avait le bombardement d'aéroports. Et là, on a vu des avions qui volaient devant notre voiture et on a eu très, très peur ce moment-là parce on était dans la voiture, dans un queue avec les centaines d'autres voitures. Il n'y avait aucun moyen de se cacher. Et là, j'ai pensé que même ici, en Ukraine d'Ouest, il n'y a pas de garantie de sécurité. Si même à Brody, qui est juste 2 heures en voiture, 1h30 de Lviv, ou à Rivne, ou aujourd'hui Ternopil, il y avait quelques bombardements, Ivano-Frankivsk les premiers jours. Même là, c'est pas 100% garantie de sécurité. Et j'ai décidé qu'avec ma fille, je vais traverser la frontière, surtout parce que mon père, il est maintenant à Paris, il avait la possibilité de rester chez lui. Alors, ça nous a pris 6 jours pour arriver de Kiev jusqu'à Paris. 30 heures de Kiev à Lviv, parce qu'il y avait plein de voitures. Puis 20 heures à la frontière avec la Pologne. Il était très froid, très mal organisé. Oui, et puis les trains, parce que maintenant, toute l'Europe, les trains sont gratuits. On peut prendre les trains à travers la Pologne, l'Allemagne, la France. Alors, seulement ce jeudi, je viens d'arriver à Paris. Ici, on nous a accueillis très, très bien. Je pense que nous sommes les premiers réfugiés à Paris. Et je pense qu'encore, il y a beaucoup de générosité des gens qui veulent aider. Mais une chose que j'ai vue dans mes recherches à Donbass, qu'avec le secteur humanitaire et aussi avec l'aide des citoyens ordinaires, que ça fonctionne au court durée. S'il y a une urgence, s'il y a un désastre naturel, par exemple, les organisations comme le Croix-Rouge, ils savent quoi faire. Ils savent donner la nourriture, donner les vêtements, mais c'est beaucoup plus difficile d'aider les populations déplacées à long terme. Et je pense que si la guerre va durer plus que ces 3 mois, par exemple, qu'on dit maintenant, on a fait les déplacements, quelques procédures en place pour permettre aux Ukrainiens de rester pendant 3 mois en Europe. Mais ça peut durer plus longtemps. Alors là, il y aura beaucoup de questions de politique sociale vers des populations déplacées à long terme. Je pense que ça, ce sera un très grand problème parce que 1 mois, 2 mois, les gens peuvent être très généreux, ils peuvent aider, ils peuvent apporter vêtements, nourriture, mais si ça dure des années, ça devient beaucoup plus difficile. Une chose aussi que je voulais dire, alors une chose c'est que partout, en Pologne, en Allemagne, en France, tout le monde était très... tout le monde pense de l'Ukraine, tout le monde veut aider, ils disent courage. Alors, la population générale, les travailleurs dans les secteurs différents, par exemple à la mairie où je suis allée, ou à la gare, comme ça. Oui. L'autre chose que je voulais dire qui m'a surpris quand j'étais en voyage à travers l'Ukraine dans la voiture, et on avait le radio, on attendait les nouvelles, et j'étais très surprise par le professionnalisme et la communication de notre gouvernement avec la population. Ça, c'est... En fait, les actions de notre gouvernement, ça c'est une grande surprise pour la population parce qu'on est très critique de notre pouvoir ukrainien. Vous savez peut-être les recherches sociologiques que les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de confiance, ni au Parlement, ni au président. Et maintenant, c'est changé. Et peut-être aussi Poutine, il pensait que le président est faible, qu'il va capituler, que le gouvernement va capituler vite. Parce qu'avec le peuple, je ne suis pas très surprise. Je vois que les Ukrainiens sont forts, qu'ils sont prêts à battre, à défendre, à se défendre. Après le Maïdan, surtout, ça c'est un trait qu'on a vu, oui, un trait des Ukrainiens, qu'ils sont prêts de défendre leur pays. Mais avec le gouvernement, qu'ils
qu'ils ont réagi d'une manière professionnelle et d'une manière aussi qui montre qu'ils pensent des gens. Ils ont, dès le début, ils ont donné les instructions, quoi faire dans le cas de bombardement, par exemple. Ils ont introduit des trains gratuits partout et ajouté des extra trains pour évacuer les gens. Et c'était, pour moi, personnellement, c'était une surprise, une surprise positive. Aussi la position de Zelensky, par exemple. Oui, et c'est ça ce que j'ai vu le premier jour. Mais oui, je pense que ça fait déjà 10 minutes peut-être. Oui. Encore 2 minutes, Anastasia. Encore 2 minutes. Peut-être il y a quelques questions plus spécifiques. Je bon, parle OK, on va revenir. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup, Anastasia. On va demander maintenant à Anna Colin-Lebedev de l'Université Paris-Nanterre. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis soulagée de voir Anastasia et sa fille en sécurité et bien évidemment extrêmement inquiète pour tous ceux qui sont restés en Ukraine. Je pense qu'il faut vraiment souligner que nous sommes dans une position ici dans ce webinaire où personne ne peut être exactement chercheur. L'Ukraine, c'est un pays où nous avons tous de très fortes attaches. Pour ma part, c'est un pays où j'ai vécu plusieurs années. Kiev, c'est chez moi, ça fait partie des chez moi. Et donc, bien évidemment, depuis le début de cette agression russe, le 24 février, ma matinée commence vers 3 heures du matin à vérifier sur les réseaux sociaux que tout le monde a posté au moins un petit truc pour s'assurer que les gens sont vivants. Donc, c'est effectivement très, très… Voilà, ce ne sont pas des conditions dans lesquelles on produit les meilleures analyses, à mon sens, mais néanmoins, les analyses sont nécessaires. Et moi, je vais être très brève, vraiment pour dire que voilà, on a été bien évidemment depuis le début de l'agression russe extrêmement sollicités, tous ceux qui travaillent sur l'Ukraine, mais également les gens qui travaillent sur la Russie, pour essayer de comprendre en fait ce qui était en train de se passer. Et donc voilà, on fournit un certain nombre d'éclairages et d'analyses. Alors, pour ma part, je suis sociologue, donc je travaille en sociologie politique et voilà, j'ai travaillé depuis le début de ce conflit armé sur les combattants, notamment sur les combattants des bataillons volontaires côté ukrainien. Mais bien évidemment, vous voyez, aujourd'hui, il faut mobiliser, faut devenir un peu généraliste, un peu omnibus et mobiliser aussi des compétences plus larges parce qu'il y a plein de choses en fait à expliquer au public. Alors, en tant que sociologue, par exemple, j'essaye de donner des éclairages sur 2 choses qui interrogent énormément, en fait, enfin sur plusieurs choses, mais notamment 2-3 choses qui interrogent beaucoup les médias et les citoyens ordinaires. La première, c'est la réaction de la population ukrainienne à cette agression. Alors, vous voyez, Anastasia a dit « nous, on savait depuis le Maïdan », mais je pense qu'effectivement, il faut souligner que le grand public, même s'il est au courant, en fait, du conflit, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas démarré le 24 février dernier, mais il y a 8 ans, je pense que ce n'est pas, vous voyez, cette continuité mérite encore d'être soulignée parce qu'elle permet d'expliquer ce qui se passe actuellement. Si les citoyens ukrainiens sont mobilisés d'une manière aussi massive et inattendue, c'est aussi parce que pendant ces 8 années, et ce n'est pas seulement le Maïdan, je dirais, qui a un impact, mais aussi tout l'apprentissage qui s'est fait pendant les années de guerre, la préparation à la fois mentale, je dirais, cognitive, mais aussi très pratique. En 8 ans, en fait, la société s'est transformée. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que la société ne s'est pas militarisée. Ce n'est pas ça que nous avons observé en Ukraine, mais en revanche, la société s'est préparée à la guerre. C'est-à-dire que les personnes ont déjà appris, en termes de perception, à intégrer la guerre dans leur horizon, dans l'horizon potentiel en fait
du possible, du probable. Alors, moi, chez les anciens combattants, par exemple, chez les combattants de la première phase du conflit armé que j'ai interrogé aux alentours de 2016-2017, c'était flagrant. Beaucoup d'entre eux me disaient, nous sommes partis du front là parce que nous avons été remplacés, voilà, il n'y a plus autant besoin de nous, mais en revanche, la guerre n'est pas terminée et on se tiendra prêt pour le moment où elle redémarrera. Hein. Mais il y a aussi d'autres en fait, apprentissages qui se font un peu à l'écart des savoir-faire combattants, comme par exemple ce que étudie notre collègue Yulia Shoukan à travers son travail sur les volontaires à l'hôpital de Kharkiv. Il y a, voilà, se mettent en place des réseaux d'entraide, se mettent en place des savoir-faire, des réflexes aussi à avoir en cas de guerre, une certaine habituation pareillement aux effets sur les populations civiles. Et en fait, nous avons vu effectivement, nous avons à la fois vu les Ukrainiens, et je pense qu'Anastasia, c'est ce qu'elle disait quand elle disait que sa fille était encore à l'école la veille, tout semblait complètement normal dans Kiev, c'est-à-dire que tout semblait normal, et en même temps, du jour au lendemain, le matin où l'agression russe commence et rentre dans sa nouvelle phase, la population est prête. Hein. À la fois, elle est prête mentalement et à la fois, un certain nombre de savoir-faire très concrets est là. Les femmes savent tisser des filets de camouflage. La recette du cocktail Molotov va circuler beaucoup plus vite qu'elle ne l'a fait auparavant. Les réseaux d'approvisionnement en nourriture, en vêtements, etc. se mettent en place. On sait quel équipement il faut. On sait où il faut aller pour rejoindre son bataillon volontaire, etc., etc. Donc ça, c'est... Vous voyez, c'est l'effet d'un apprentissage de long terme qu'on a besoin d'expliquer parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, en fait. Hein, on ne comprend pas ce ressort de la participation des Ukrainiens dans le conflit. Alors, je me permets juste de dire une chose. Il y a un des éléments étonnants de cela, c'est que le pouvoir russe, lui, ne semble pas l'avoir su. Et ça, je pense que c'est un point que nous devons analyser et que notamment des experts diplomates et militaires doivent analyser pour pouvoir anticiper ce qui se passe ensuite. Puisque nous avons vu au fur et à mesure des actions armées que la Russie préparait une offensive rapide et ne s'attendait pas à une réaction aussi massive et coordonnée de la population ukrainienne, eh bien, je dirais qu'on a l'impression que le pouvoir russe n'a pas été informé ou n'a pas souhaité être informé. C'est une vraie question. Hein, c'est une vraie question. Si je suis en fait mon collègue chercheur en sciences politiques russe, Vladimir Gelman, lui, il va dire en fait... en réalité, c'est un effet de ce qu'il appelle la mauvaise gouvernance de l'État russe. Voilà, où il dit que le caractère extrêmement personnalisé des allégeances qui structurent le pouvoir russe font que les informations en fait ne remontent pas au pouvoir. Ce qui remonte, ce ne sont pas des signaux du terrain, mais l'image qu'on pense être satisfaisante pour le chef parce qu'on veut avoir des rétributions en fait de sa bonne action et de sa bonne prévision. Donc je pense que ça nous apprend aussi, vous voyez, il y a des choses que l'on peut tirer de ce côté-là. Depuis combien de temps est-ce que je parle ? Encore 3 minutes. Encore 3 minutes. OK. Alors, si vous voulez, mon premier terrain de recherche avant de me tourner beaucoup sur la société ukrainienne était la Russie et la question de la protestation dans la société russe. Donc, forcément, je regarde malheureusement des deux côtés de la ligne de front et notamment pour prévoir et en fait anticiper essayer de voir quel impact aura cette guerre du côté de l'opinion russe et des citoyens russes. Alors là, à titre tout à fait préliminaire, vous voyez, on est dans une situation extrêmement fluide, extrêmement mouvante où on ne peut pas, les tendances lourdes comptent, mais comptent beaucoup moins qu'auparavant. J'aurais tendance à dire que notre attention focalise aujourd'hui beaucoup sur les protestations contre la guerre que l'on voit dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Les personnes qui protestent ont un courage admirable parce que le risque de la protestation est élevé dans la société russe. Mais je dirais que les mouvements éventuels de l'opinion publique, de la population russe, ce n'est pas là qu'il faut aller les chercher. Ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas dans la protestation ouverte, parce que les Russes, en fait, ont pris l'habitude d'interagir autrement
avec leur État, d'une part, et d'autre part parce que les populations qui risquent d'être les plus ébranlées en fait par ce conflit armé ne sont pas uniquement les militants des droits de l'homme et les personnes voilà, qui ont une conscience personnelle qui les invite à faire ça, mais aussi tous ceux qui étaient bénéficiaires du pouvoir, notamment les classes aisées, les élites économiques, les entrepreneurs du petit au moyen au grand entrepreneur, qui eux en fait aujourd'hui voient les bases de leur contrat social avec le pouvoir russe, disons, se fissurer ou être fragile. Donc là, vous voyez, on voit déjà un certain nombre de petites fissures se faire. De là à dire que ça donnera une tectonique des plaques, on ne sait pas véritablement, mais en tout cas, il est certain que, vous voyez, aujourd'hui, en fait, la question, le mouvement viendra sans doute de ceux de la part de qui on s'y attendait pas, ceux qui ont réussi à s'enrichir sous Poutine, que ce régime arrangé, que le contrat social où on laisse gouverner en fait en échange d'un enrichissement personnel est ébranlé également. Je dirais que si la société russe se révolte, ce sera beaucoup par égoïsme plus que par son attachement à des valeurs humaines, même si les deux ne sont pas incompatibles dans ce cas. Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Anna. Et nous allons maintenant demander à Guillaume Sauvé de l'Université de Montréal. Oui, merci pour l'invitation et pour l'organisation de ce panel. Je pense que le ton de mon intervention va être un peu moins personnel et humainement riche que celui des interventions de mes prédécesseurs qui m'ont beaucoup touché. Je suis d'abord un politologue spécialiste de la Russie et je crains que mon intervention va être assez schématique parce que je vais essayer en gros de différencier les différents scénarios d'interprétation de l'action russe qui se sont succédés, je dirais, dans les derniers mois. Donc, je vais faire un petit retour en arrière parce que je pense que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé maintenant à la lumière de ce qu'on pensait il y a à peine quelques mois. Je pense qu'ici, l'élément de surprise est à ne pas négliger. Je compte parmi les gens qui ont cru, notamment jusqu'à la dernière seconde, qu'une guerre de cette ampleur n'aurait pas lieu. Et je pense que cette surprise est elle-même une question à expliquer. Et donc, quand je dis scénario, c'est que je vais regarder 4 différents scénarios, enfin, si j'ai le temps, qui, à mon avis, se sont succédés depuis, disons, janvier dernier. Et chacun de ces scénarios vise à être une sorte de modèle d'explication de qu'est-ce que la Russie est en train de faire. Donc, je vais me concentrer surtout ici donc, sur l'action de la Russie. Qu'est-ce que la Russie est en train de faire? Et à chaque fois, en faisant un parallèle avec un précédent dans l'action de la Russie. Donc, un peu la question à chaque fois, c'est qu'est-ce que la Russie est en train de répéter? Ouais. À quoi on assiste qu'elle aurait déjà fait? Ce qui est une sorte de réflexe qui n'est pas pour dire que l'histoire se répète, évidemment, jamais de manière identique, mais en même temps, je pense qu'on peut présumer que l'action de la Russie n'est pas aléatoire. Il y a aussi beaucoup d'affirmations ces derniers jours selon laquelle elle serait irrationnelle et l'objet d'une folie ou d'une sorte de dérive psychotique et paranoïaque de Vladimir Poutine. À mon avis, d'un point de vue scientifique, ça ne nous aide pas beaucoup de présumer que ce qu'on ne comprend pas est expliqué par la folie. Je pense que malheureusement, c'est rationnel. Malheureusement, dans le sens qu'il y aurait des motifs qui sont raisonnés et calculés et que donc, je vais essayer de fournir, non pas en apportant une explication, mais donc en détaillant les différentes explications qui se sont succédées. Donc, 4. La première que je vais en fait nommer pour mieux l'écarter immédiatement, c'est celle selon laquelle ce qui se passe en ce moment en Ukraine témoigne de la volonté de la Russie à recréer l'Union soviétique. Cette affirmation est explicite dans des interprétations qu'on voit, par exemple, liées aux craintes des pays baltes quant à une potentielle intervention dans leur pays. Elle est souvent, la plupart du temps, implicite, comme quand on juxtapose en fait l'intervention en Ukraine avec des affirmations comme celle de Poutine, la fameuse citation de 2005, selon laquelle la dissolution de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Je pense que cette explication, personnellement, n'est pas crédible. La Russie contemporaine n'est pas l'URSS à bien des égards. L'organisation du système politique, ce n'est pas parce qu'un système est autoritaire et que l'autre l'était aussi que c'est la même chose. L'organisation interne du pouvoir est complètement différente. Je dirais, pour faire simple, que la Russie n'a ni les moyens, ni la doctrine idéologique et j'ajouterais même ni l'ambition de recréer l'Union soviétique. À cela, j'ajouterais que ce qui se passe, ça pourrait paraître un truisme, mais je pense que c'est important de le souligner. Ce qui se passe en Ukraine en ce moment concerne d'abord et avant tout l'Ukraine.
c'est-à-dire que l'intervention russe ne vient pas de nulle part. Depuis au moins 1993, l'étranger proche est la priorité première de la politique étrangère russe explicitement. Et à l'intérieur de l'étranger proche, l'Ukraine est la première priorité de la Russie, ce qui veut dire que l'Ukraine est la première priorité de la politique étrangère de la Russie depuis les 30 dernières années. Donc, on est quand même dans il y a toute une histoire qui précède, sur laquelle je n'ai évidemment pas le temps de revenir, mais pour des raisons qui sont à la fois historiques et culturelles, c'est-à-dire toute cette idée que, d'ailleurs pas seulement Poutine, mais un grand nombre de Russes partagent, selon laquelle bon, la Russie, les Russes et les Ukrainiens auront une sorte de solidarité naturelle héritée de l'histoire, mais aussi évidemment pour des raisons essentiellement stratégiques, c'est-à-dire ici le fait qu'à de nombreuses reprises, la Russie, et y compris Poutine, vont mentionner que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une, je cite, ligne rouge absolument inadmissible. Donc là, on est dans des revendications qui sont connues de longue date. Donc, si on n'est pas dans la perspective de recréer l'Union soviétique, mais qu'on est bien dans une stratégie qui vise l'Ukraine en particulier, qu'est-ce qui se passe? J'en arrive à mon deuxième scénario. Le deuxième scénario qui est celui auquel je dois dire j'ai cru jusqu'au 21 février dernier. C'était celui d'une tentative par la Russie d'une renégociation de l'architecture stratégique en Europe, c'est-à-dire, en gros, essayer de trouver une sorte de terrain d'entente formel avec l'OTAN. Et là, à ce moment-là, le premier parallèle qui venait à l'esprit, c'est celui du printemps dernier. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au printemps dernier, la Russie avait déjà massé un nombre impressionnant de troupes aux frontières de l'Ukraine, dans un geste de toute évidence d'intimidation qui avait conduit à des négociations à Genève avec les Américains, lors desquelles on n'avait d'ailleurs pas discuté de l'Ukraine, mais on avait réglé certaines autres questions par rapport aux cybernétiques et autres, si bien que quand la Russie, donc à la fin de 2021, a à nouveau massé des troupes, on aurait pu penser, et moi personnellement je le pensais, qu'on était encore dans un geste d'intimidation, une sorte de bluff visant essentiellement à forcer une renégociation donc de l'architecture de la sécurité en Europe, et les fameuses demandes ou dites ultimatums qui ont été formulés à cet égard en décembre par la Russie semblaient exactement aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on exigeait des garanties sur la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ainsi que tout un autre paquet de revendications. Et donc, bon, comme vous le savez, c'est dans un sens, on s'enlignait sur le même scénario, sauf qu'il y a eu les rencontres à Genève avec l'OTAN et avec les États-Unis qui ont, comme vous savez, échoué. Ceci dit, moi, je pensais encore, et donc, comme vous voyez, je reconnais mon erreur, qu'on était quand même dans cette logique d'intimidation visant à obtenir quelque chose par des moyens tout à fait disgracieux, mais visant à obtenir quelque chose par la négociation de l'OTAN et des États-Unis jusqu'au 21 février. Et là, on passe complètement, ce scénario doit être abandonné à partir du 21 février, c'est-à-dire au moment de la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques sécessionnistes du Donbass. Là, c'est un revirement spectaculaire, puisque ça signifie donc l'abandon des processus de négociation des accords de Minsk. Et ce qui veut dire que la Russie, si on présume qu'elle poursuit toujours cet objectif de ce qu'elle appelle la neutralité de l'Ukraine, ce qui est évidemment un euphémisme pour simplement dire que l'Ukraine doit rester d'un point de vue stratégique dans l'orbite de la Russie et ne doit pas adhérer à l'OTAN. La Russie change de stratégie à partir du 21 février, puisqu'il n'est plus question de chercher à influencer l'Ukraine de l'intérieur via une dite fédéralisation, c'est-à-dire une décentralisation de l'Ukraine qui serait obtenue par les résolutions de Minsk et le retour des provinces sécessionnistes dans le giron de l'État ukrainien, qui était la stratégie apparente de la Russie depuis 2014. Mais la Russie s'enligne sur une autre stratégie qui va être désormais, appelons-le le scénario à la géorgienne, qui consiste donc à reconnaître l'indépendance des deux provinces sécessionnistes comme la Russie avait reconnu l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud après le conflit géorgien de 2008, afin, à ce moment-là, on pouvait le penser, d'influencer la politique ukrainienne non pas de l'intérieur par le retour des provinces sécessionnistes, mais de l'extérieur par une sorte de sanctuarisation, un gel, on pourrait dire, au sens de conflit gelé, c'est-à-dire
du conflit sur le territoire du Donbass. Or, le scénario géorgien lui-même, dans mon esprit, n'a duré que 3 jours, puisque dès le 24 février, on est rendu complètement ailleurs. À partir du 24 février, on passe à un 4e scénario, c'est le début de la guerre. Et là, évidemment, toute la question, c'est que signifie cette guerre par rapport au scénario que j'ai mentionné précédemment? Ouais? À quel point l'invasion est une poursuite logique ou une rupture par rapport aux scénarios qui ont été avancés ou utilisés précédemment? D'une certaine manière, ça pourrait paraître une sorte de poursuite, mais radicalisée du scénario géorgien, puisqu'on pourrait penser que la démilitarisation, c'est-à-dire la neutralité forcée de l'Ukraine, pourrait viser, bon, évidemment, non seulement cet objectif à long terme qui était donc l'empêcher de l'adhésion à l'OTAN, mais aussi empêcher une reconquête éventuelle de la Crimée et des provinces sécessionnistes du Donbass dont on vient de reconnaître l'indépendance. Donc, ça serait comme un moyen de garantir un scénario géorgien, mais en allant encore plus loin, puisqu'en Géorgie, en 2008, l'armée russe ne s'était pas rendue jusqu'à la capitale. Donc, dans un sens… On est à 10 minutes, Guillaume. Alors, je vais juste dire en dernière phrase que… ceci dit, la mention du programme de dénazification et donc de changement du régime par la force semble indiquer, ceci dit, qu'on est rendu ailleurs, puisque la Russie s'apprête à faire ce qu'elle n'a, à ma connaissance, pas fait dans son histoire post-soviétique, qui est carrément renverser le régime, ce qui pose de graves questions quant à la suite. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Guillaume. Maintenant, nous allons nous tourner vers le professeur Thane Gustafson. Ton micro, il faut que tu allumes ton micro, Thane. Voilà. Voilà, je suis branché. Tout d'abord, je voudrais te remercier, Dominique, pour ton invitation très généreuse et pour les interventions précédentes, très émouvantes. Et aussi, je suis frappé par la qualité de l'analyse de Guillaume Sauvé, à l'instant qui nous sert de maître à penser pour essayer de comprendre cet épisode dans son ensemble. L'énergie, c'est évident, n'est pas au centre de cette affaire, mais c'est un des éléments essentiels et surtout, le facteur énergie est entouré de risques, à la fois pour l'Ukraine et pour l'Europe. Commençons par l'Ukraine. Côté gaz, le gaz continue pour l'instant de transiter par l'Ukraine, mais l'Ukraine lui-même est à court. On dit l'Ukraine au féminin ou au masculin? Mon français me fait défaut. L'Ukraine elle-même, donc, est à court de gaz. Et si l'Ukraine prélevait des volumes, quelques volumes pour subvenir à ses propres besoins, eh bien, cela sans doute provoquerait immédiatement l'interruption des exportations russes et la cessation du transit ukrainien par le réseau ukrainien. Donc, il y a de très gros risques de ce côté-là, côté gaz. Le nucléaire, ensuite, il y a 4 centrales nucléaires en Ukraine. Toutes sont de fabrication, enfin de technologie soviétique, puisque nous remontons à l'ère soviétique. Et ces centrales dépendent exclusivement, pour le cycle des carburants, dépendent de la technologie russe presque entièrement. Il y a dernièrement l'entrée sur la scène de Westinghouse, mais pour l'essentiel, le cycle reste entièrement aux mains des Russes. Mais le danger dans l'immédiat, c'est que c'est que les Russes pourraient s'emparer d'une ou d'une de ces centrales ou toutes ces centrales. Et là, il faut se rappeler que le nucléaire est responsable de plus de 50% de la génération électrique en Ukraine. Donc, ce serait tout de suite la crise si les Russes interrompaient le fonctionnement de ces 4 centrales. Le reste
provient du charbon. Alors le charbon, pour une partie, vient du Donbass et provient de la Russie également. Je ne sais pas si cet approvisionnement a été interrompu, mais sûrement le charbon en provenance du Donbass n'arrive plus en Ukraine. Donc là, il y a une très grande vulnérabilité également. Donc l'Ukraine est vulnérable dans son secteur énergétique. La population dans son ensemble est vulnérable. Il pourrait y avoir des interruptions d'électricité, des interruptions de gaz pour le chauffage et ainsi de suite. Donc, de très grands dangers à court terme de ce côté-là. Maintenant, quels sont les risques énergétiques pour l'Europe? En premier lieu, l'interruption, donc, manifestement, l'interruption des exportations de gaz russe, non seulement par l'Ukraine, mais également par le seul gazoduc qui fonctionne encore, c'est-à-dire le Nord Stream, non pas 2, ce fameux Nord Stream 2, mais le Nord Stream 1. Donc, cela représente 50-55 milliards de mètres cubes par an. Il y a également un certain volume qui arrive en Europe du Sud-Est par un nouveau gazoduc qui s'appelle Turkstream. Celui qui ne fonctionne pas, pour l'instant, c'est le gazoduc Yamal Europe qui passe par la Pologne. Et donc, nous avons un flux assez limité vers l'Europe et qui dépend essentiellement du gazoduc Nord Stream 1 avec un petit apport de transit par l'Ukraine. D'ailleurs, c'est assez étonnant que le transit par l'Ukraine continue jusqu'à ce jour. Et bien sûr, c'est un élément qui est à surveiller, bien sûr, mais je pense que là aussi, une interruption ne va pas tarder. Donc, en premier lieu, le risque d'une interruption des exportations de gaz. Pour les Allemands, la question est dramatique. L'hiver, maintenant, heureusement, touche à sa fin et l'hiver a été n'a pas été celui de l'année dernière, c'est-à-dire un hiver des grands froids. Au contraire, l'hiver a été assez doux. Cela donne quelques mois de répit pour les Européens et surtout pour les Allemands d'essayer de prendre des mesures d'urgence pour adapter le système de distribution et de stockage de gaz en premier lieu et de mieux se préparer pour l'année prochaine. C'est sans doute, disons, cela représente non pas un bouleversement, non pas une crise pour l'Europe, mais cela représente disons, un élément de, je cherche le mot, non pas de bouleversement, mais de gêne. C'est peut-être le mot qu'il faut pour l'équilibre, la balance énergétique en Europe. Mais je pense que, et surtout pour les Allemands, qui dépendent bien sûr à raison de 60% à peu près pour l'approvisionnement, pour les importations de gaz en provenance de la Russie. Mais l'Allemagne elle-même a des mesures qu'elle peut prendre dans l'immédiat et surtout et avant tout un accroissement de la consommation de charbon. Donc voilà un conflit manifeste entre le climat, si vous voulez, le changement climatique au sens géopolitique du terme et le climat, le changement climatique au sens littéralement climatique.
Pour l'instant, le changement climatique n'est plus à l'ordre du jour. C'est la crise de l'année passée et non pas de l'année qui s'annonce. Là, pour l'année qui vient, ce sera bien sûr le temps des ajustements de l'Europe pour essayer de s'affranchir de sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Pour terminer, je soulignerai un point essentiel. À terme, cette aventure est un désastre pour la Russie. Tout d'abord, manifestement, ce sera la fin de son commerce du gaz qui fonctionne depuis un demi-siècle et jusqu'à présent avec une stabilité étonnante. Donc, c'est un commerce qui a marché pour les deux partenaires et qui bientôt sera terminé parce que les Européens ne vont plus jamais faire confiance au gaz russe. Ensuite, deuxième conséquence, je pense que bientôt, en dépit de ce que j'ai dit tout à l'heure, à terme, nous verrons une accélération de la politique de décarbonisation, c'est-à-dire de la transition énergétique en direction des sources renouvelables. Donc la mauvaise nouvelle pour les Russes, si on pense à la dépendance des Russes de l'exportation des hydrocarbures, eh bien, une accélération de la transition énergétique produira à terme un pic de la demande pour le pétrole et même pour le gaz. Ça ne viendra pas tout de suite. Il faut bien sûr compter avec l'inertie de tout système énergétique, mais je pense que les effets vont commencer à se sentir d'ici, disons, la fin des années 20, début des années 30, et que les Russes vont en souffrir, surtout si on garde à l'esprit les sommes extraordinaires dont dépend le gouvernement russe. En 2019, à peu près des revenus d'exportation d'hydrocarbures de l'ordre de 260 milliards de dollars par an, eh bien, cela représente la moitié des revenus du gouvernement russe. Et si on prend en compte que l'économie russe et le système social et politique russe dans son ensemble dépend de ces revenus, eh bien, on prend toute la mesure de la crise qui s'annonce pour les Russes, qui s'annonçait déjà pour les Russes, mais qui sera bien sûr beaucoup plus aggravée par les événements qui viennent de se produire. Donc la politique de Poutine est une politique qui sera désastreuse pour la Russie. Merci beaucoup, Thane. Désastreuse pour l'Ukraine et désastreuse pour la Russie. Et maintenant, nous nous tournons vers François Audet. Merci, merci Dominique pour l'invitation. Merci aux organisateurs derrière. D'entrée de jeu, évidemment, je m'incline devant la connaissance et les analyses de mes collègues. Alors, je ne me concentrerai pas, comme ce n'est pas mon expertise, à la dimension de la région ou de l'Ukraine, mais davantage de vous parler un peu des impacts ou de l'impact humanitaire dans le contexte de l'invasion récente qu'on vient de discuter. Donc, j'ai 4 points rapides, Dominique, alors je devrais respecter le temps. Peut-être une autre précaution méthodologique, c'est de rappeler évidemment que dans l'état actuel des choses, comme vous le savez, puis je crois que ça a été aussi noté par certains collègues, on a encore très peu de données tangibles, très peu de données vérifiées sur le terrain de la situation. Alors oui, évidemment, il y a quand même des sources fiables, mais tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes, je ne peux pas vous donner la nomenclature des citations, des contre-vérifications et des débats en cours liés à ça. Mais donc, je vais quand même le faire si vous me permettez, mais je voulais faire ce point-là. Un autre élément, peut-être plus au niveau méthodologique, d'entrée de jeu,
en études humanitaires, bon, il y a plusieurs approches, c'est généralement multidisciplinaire, mais il y a des faits de base. Hein. Puis je sais que j'ai des collègues, des anciens collègues dans la salle virtuelle. Donc, essentiellement, on va souvent revenir aux enjeux des conventions de Genève et de la protection des civils, hein, qui est toujours au cœur de notre analyse. Alors, je les rappelle parce que c'est important et on l'oublie quand on voit ce qui se passe. Donc, quels sont les points centraux des conventions de Genève? Très rapidement, les civils ne doivent pas être attaqués, les civils ne peuvent pas être utilisés comme boucliers humains, les civils doivent avoir le libre accès, les organisations humanitaires doivent avoir accès aux civils. Il y a évidemment le principe de non-refoulement aux frontières et aussi le principe de combattants et non-combattants qui doit être identifié, à savoir que si on participe aux hostilités, évidemment, on fait partie des combattants. Il y a des règles de la guerre qui se distinguent des non-combattants, qui sont donc généralement les civils ou les combattants qui ont été blessés ou qui ne sont plus aptes au combat ou qui sont prisonniers. Donc, c'est le cadre conceptuel, entre guillemets, juridique qu'on croise généralement à la base pour nos analyses. C'est important de le rappeler puis de se rappeler qu'à toutes les fois qu'il y a une démonstration ou des faits corroborés, documentés, où ces éléments-là ne sont pas respectés, bien, convenez généralement qu'il y a une violation du droit humanitaire, une violation des conventions de Genève. Alors, on a donc mis en place à travers l'Observatoire une veille depuis quelques jours seulement, mais bon, ça fait pas longtemps non plus que tout ça a démarré malheureusement, et nos chercheurs sont là-dessus. Alors, je vais vous faire état rapidement de l'analyse qu'on en a à ce jour. Deux mots, ça revient un peu à ce que je disais, on est quand même dans un élément de complexité et de désinformation. Ce n'est pas seulement une guerre violente, évidemment militaire, mais c'est aussi une guerre d'information et de désinformation très violente, au sens où on constate évidemment la propagande des deux côtés. Donc, comme chercheur, comme expert et n'importe quel auditeur, on doit évidemment à faire extrêmement attention dans ce qu'on reçoit et comment c'est interprété. Donc, dans un contexte de désinformation, c'est important. Comment on peut évaluer les besoins humanitaires? Bien, évidemment, dans tous les cas, vous comprendrez qu'il y a des enjeux de sécurité, de confidentialité pour les organisations, les humanitaires sur le terrain, les observateurs internationaux de certaines organisations de droit, etc., qui sont quand même là, qui valident. Il reste encore aussi des observateurs internationaux du monde journalistique. Alors, c'est à travers tout ce système-là qu'on réussit à documenter ce qui est en train de se produire. Je vais très rapidement parler du contexte des chiffres, mais en même temps, vous les connaissez. Alors, je ne veux pas répéter ce qu'on voit dans les médias régulièrement, mais on va véritablement atteindre un rythme de 200 000 réfugiés par jour, à peu près à partir de maintenant. On a déjà atteint probablement 1,3 million au total aujourd'hui, dont environ 700 000 sont en Pologne. Alors, ça vous donne une idée de l'envergure. Et quand on écoute mes collègues, et vous le savez, c'est loin d'être terminé. Donc, ce rythme-là, est-ce qu'il va durer longtemps? Est-ce qu'il va, en fonction du conflit, où ça va nous amener? C'est évidemment des questions extrêmement importantes. Il y a aussi, donc, des contestations au niveau des morts civiles. On voit évidemment à travers les bombardements à quel point, de manière indiscriminée, il y a des attaques qui se font sur des zones urbaines peuplées, sur des écoles, des hôpitaux, donc des zones essentiellement civiles. Et ça, il n'y a plus de doute, hein, donc on est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça le fait comme nombre de décès et chaque décès est grave. Alors, il y a encore pas suffisamment d'informations qui sont tangibles. Mais je vous dirais qu'actuellement, je crois qu'il y a un équilibre de certaines sources fiables qui nous amène malheureusement à au moins 2000 morts. Mais c'est probablement évidemment beaucoup plus. Alors, je veux pas minimiser l'impact de tous ces chiffres-là, mais c'est important quand même, surtout en termes quantitatifs, lorsqu'on voit ce qui se passe, qu'est-ce que ça implique pour les hommes, les femmes, les enfants qui sont là-bas. Les données sur les prisonniers sont pas fiables. Évidemment, on voit beaucoup de chiffres de part et d'autre des deux parties. Alors, à ce niveau-là, je ne me prononcerai pas, mais il y a clairement beaucoup de prisonniers qui ont été faits, notamment du côté de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire qui ont donc de prisonniers de la Fédération russe. Et j'en parle pourquoi? J'en parle parce que d'une perspective des conventions de Genève, évidemment, quand les combattants se transforment en non-combattants,
à partir du moment où ils sont prisonniers. Et les prisonniers, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, évidemment, ont des droits aussi qu'il faut qu'ils soient respectés à travers des conventions de Genève. L'information concernant les déplacés internes, hein, donc vous savez, il y a essentiellement peut catégoriser dans la perspective de l'aide humanitaire les trois grandes catégories de population dans un schéma de conflit comme celui-là. Il y a la population qui est restée, et on a entendu des témoignages tout à l'heure assez poignants, donc des gens qui sont restés, c'est la majorité évidemment des Ukrainiens, mais évidemment les populations qui sont restées captives, qui sont restées prisonnières, qui se sont fait prendre par la vitesse des hostilités, qui ont tout perdu, qui ne sont pas capables de partir pour des raisons de sécurité. C'est évidemment une population qui n'a accès à aucun droit, aucun recours juridique, il n'y a aucune protection dans le système humanitaire actuel. On a une population de déplacés internes, donc une population qui a réussi à partir, mais qui est toujours sur le territoire ukrainien. Donc, comme vous le savez, je ne vais pas revenir sur ces éléments-là, mais ce n'est pas donc des réfugiés, c'est ce qu'on appelle des déplacés internes. Dans le narratif juridique des conventions de Genève, ils sont encore sur le territoire ukrainien, donc ils sont encore sous la protection de la souveraineté territoriale ukrainienne, mais c'est des populations qui sont très vulnérables et le chiffre de ce nombre-là est encore très contesté. De ce que j'en constate, c'est plusieurs millions de personnes qui sont en déplacement, qui ont quitté donc les grandes villes, les zones où il y avait des hostilités et ou qui ont simplement quitté en prévision des hostilités. C'est pas évidemment tous des gens qui vont nécessairement atteindre l'Europe, mais clairement, si les hostilités continuent, il y a des chances que ces personnes-là atteignent l'Europe. On parle donc, je dirais, mais c'est une très, très grande marge de manœuvre, c'est une grande fourchette. On parle entre 1 et 3 millions de personnes déplacées à l'interne pour le moment, mais avec, encore une fois, c'est très difficile de pouvoir capturer ces statistiques-là parce que les gens en déplacement, évidemment, sont difficilement atteignables, rejoignables et on peut pas faire d'évaluation très claire de ce narratif-là. Il y a donc une guerre psychologique qui joue entre les parties, rendant l'information vérifiable très, très, très difficile. Et donc, voilà. On a négocié, comme vous savez, hier, un corridor humanitaire. C'était fait avec plusieurs acteurs, notamment des informations qui viennent du renseignement, mais qu'on a obtenues aussi de certaines organisations humanitaires. Il y a quand même un gros scepticisme sur cette négociation-là. Donc, quel est l'intérêt, notamment de la Russie, d'accepter ce corridor humanitaire-là, voyant comment la Russie utilise la population civile actuellement comme vraiment une pression politique sur les autorités ukrainiennes. On peut se poser la question sur je dirais, la dangerosité, disons ça comme ça, d'utiliser ce corridor humanitaire-là. Évidemment, alors je n'irai pas plus loin là, dans mon éditorial là-dessus, mais pour le moment, il y a beaucoup de scepticisme à l'intérieur des acteurs humanitaires là-dessus. Il faut quand même se réjouir, et je le dis pas naïvement, qu'il y ait des discussions pour des corridors humanitaires, mais il faut que ça soit beaucoup plus rigoureusement respecté que ce n'est actuellement. Donc, j'arrive à mon troisième point rapidement. Dernière minute. Dernière minute, bon, ben écoutez, c'est toujours comme ça. On a, en termes de besoins, le gros enjeu, et inquiète pas, Dominique, je vais rapiécer ça, c'est les enjeux de temporalité, évidemment. Donc, d'une perspective de l'évaluation des besoins, si la crise ou si la guerre dure une semaine, c'est évidemment complètement différent que si ça dure 1 mois ou que si ça dure 6 mois. On le conviendra avec, manifestement, quand je vous parlais du rythme avec lequel les déplacés actuellement se transitent vers les territoires européens. Et cette dimension-là fait en sorte que ce que je qualifierais et je le dis en tout respect pour l'accueil incroyable que l'Europe fait actuellement et les pays limitrophes font pour les réfugiés ukrainiens. Mais cette dimension un peu bucolique-là qu'on observe va rapidement se transformer en réalité. En réalité de quoi? En réalité politique, en réalité de besoins. Imaginons, et là, je ne sais pas où vous êtes assis, mais imaginons pratiquement la ville de Montréal qui littéralement arrive à Plattsburgh, de l'autre côté de la frontière. C'est ça en termes de besoins sanitaires, alimentaires, de toit, etc. Et
qu'est-ce que ça veut dire en termes de transition sur le territoire européen aussi. Donc, est-ce que c'est des gens qui resteront ou qui vont continuer en déplacement? Mes conclusions en 10 secondes là-dessus. Donc, en une phrase de ce qu'on observe dans mon domaine à moi, c'est qu'on est vraiment à l'aube du plus important mouvement de réfugiés d'Europe, ça c'est clair, et peut-être de la planète. Et aussi, sur une note pour ce qui se passe à travers la planète, ne pas oublier que parce qu'on se concentre actuellement sur un des conflits très graves de la planète, ben, il y a d'autres conflits quand même qui continuent. Je ne vais pas les nommer, mais évidemment, on les connaît, ces zones chaudes-là partout. Alors, il faut aussi se rappeler qu'il y a 25 autres millions de réfugiés également sur la planète. Donc voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup, François. Merci à tous et toutes. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Il y a énormément de questions déjà dans le Q&A, la boîte. Une petite mention nous ne regardons pas les questions anonymes. Alors, il faut avoir des noms. Première question à Anna. Peut-être simplement sur le corridor humanitaire, une petite mise à jour. La première ville qui semble être sous contrôle maintenant russe, peut-être pas entier, mais en grande partie, c'est Kherson là, qui est tombé. Et les premiers rapports qu'on a de Kherson, c'est que l'armée russe refuse de laisser passer le convoi humanitaire, ce qui est pas vraiment surprenant. Et le discours en Russie sur le corridor humanitaire, c'est pour permettre aux civils et aux ressortissants étrangers qui sont pris en otage par les fascistes ukrainiens de quitter la ville. C'est ce que le président Poutine et son ministre des Affaires étrangères ont déclaré hier. Alors, c'est le contexte du corridor humanitaire. Première question à Anna. Est-ce une erreur de voir le conflit actuel à la lumière de l'expérience passée qui a donné lieu à la Deuxième Guerre mondiale? Le rapport de la Deuxième Guerre mondiale au conflit. Alors, en 1 minute et demie. En 1 minute et demie. J'ai tendance à dire que notre lecture est indirectement, ce type de question peut être indirectement orienté par le fait que le Kremlin établit en fait un parallèle dans son discours de manière récurrente et répétée entre un certain nombre de choses de la Deuxième Guerre mondiale et la situation actuelle, et notamment par l'usage de la référence du qualificatif de néo-nazi qui va être attribué au pouvoir ukrainien. Je pense que c'est, si vous voulez, à mon sens, déjà, je veux dire, la situation que nous vivons aujourd'hui a ses propres logiques de décodage où il y a à la fois des éléments sociaux, politiques, économiques, diplomatiques, géopolitiques, sans qu'on ait besoin de tracer des parallèles. En tout cas, moi, n'étant pas historienne, je ne suis pas compétente à le faire. Attention cependant à l'usage, à mon sens, de ces catégories comme néonazisme ou comme génocide, qui renvoie un peu à d'autres choses, mais qui est également utilisé dans le référentiel du Kremlin, parce que en fait, ils ont pour objectif justement de allumer un petit voyant rouge chez nous, et de déclencher des mises en parallèle qui risquent plus d'occulter la réalité qu'ils ne l'éclairent. La mise en perspective historique, ce sera un moment, le temps viendra, mais le temps est loin d'être arrivé. Il nous faudra beaucoup plus de recul pour cela. Merci beaucoup, Anna. Une question pour Anastasia. Comment vois-tu comme plan d'action ou solution à long terme pour que les familles déplacées puissent vivre de manière autonome? Oui, malheureusement, je n'ai pas des solutions, mais ce que je peux dire est qu'en sociologie en général, même avant la crise en Ukraine, il y avait beaucoup de débats sur la politique migratoire des pays européens et des problèmes dans l'intégration des réfugiés, pas seulement de l'Ukraine, mais d'autres pays, de l'Afghanistan, de la Syrie. Et c'est un problème pour l'Union européenne qui n'est pas limité à la question ukrainienne. Et alors, il faut en penser qu'est-ce que l'État social peut faire, ou peut-être changer complètement l'approche à l'intégration des réfugiés. Je pense en général que beaucoup de temps, les organisations humanitaires, ils pensent des guerres et des déplacements qui sont causés par la guerre comme dans le même registre que les désastres naturels. Alors, ils répondent vite, par exemple, quand il y a
un incendie quelque part, un tremblement de terre. Il faut répondre vite, il faut évacuer les gens, il faut donner l'assistance comme nourriture, vêtements très vite. Mais avec la guerre, c'est différent que les désastres naturels. Il faut aussi adresser, bien sûr, les causes politiques de ces guerres et pourquoi les gens doivent partir de leur maison. Et c'est pas possible de juste répondre à des questions très urgentes sans éviter les questions plus grandes politiques alors c'est pas possible de traiter le problème des réfugiés de guerre dans une même manière qu'on traite les réfugiés des désastres naturels. Alors, pour ça, je pense qu'en court terme, le secteur humanitaire comme le Croix-Rouge ou les organisations semblables, ils savent quoi faire, ils savent bien répondre vite, mais en long terme, ils ne sont pas prêts à donner une réponse plus politique. Et c'est le problème du secteur humanitaire en général, qui n'est pas lié seulement à la question ukrainienne, mais aussi plus global. Mais moi, je ne suis pas politologue, je ne désigne pas les réponses politiques pour des réfugiés, alors je n'ai pas de plan à offrir, malheureusement. Et en général, je pense que ce sera très difficile, mais très important de penser à long terme. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que ce sera un désastre humanitaire, je pense. Maintenant, bien sûr, tout le monde se concentre sur la guerre et l'action militaire, plutôt la victoire militaire, mais les conséquences humanitaires, je pense qu'ils ne disparaissent pas, ils vont rester et ils vont être plus graves. Chaque jour, ils deviennent plus graves. Oui. Merci, Anastasia. Désolée que ce n'est pas très optimiste. Oui, l'avenir est sombre. Une question pour Thane. Comme on a vu depuis une semaine, les sanctions ont été fulgurantes au niveau, on est passé là, du débranchement de SWIFT, sanctionner la Banque centrale, qui donc vient de perdre accès à la moitié de ses réserves de milliards de dollars à l'étranger. Mais il y a aussi les sanctions du secteur privé qui n'étaient absolument pas prévues. À peu près toutes les grandes compagnies se retirent de la Russie, incluant les multinationales du pétrole, BP, Shell, Exxon. Ça va avoir forcément un impact immense sur le développement pétrolier et gazier en Russie. Mais ma question, sans être devin ou sans te demander ton avis sur le pour ou le contre d'une telle politique, si l'Union européenne et les États-Unis décidaient de passer à un stade supérieur et de faire un blocus sur des exportations de gaz et de pétrole en Occident, quels seraient les impacts, non seulement en Russie, mais à court et moyen terme au niveau international? Je répondrai que nous avons un modèle devant les yeux, c'est la tentative de bloquer les exportations de pétrole à partir d'Iran. Et la grande leçon, le blocus ne marche jamais à 100%. Ce qui est très impressionnant dans le cas de l'Iran, c'est que nous avons tout un appareil de surveillance par satellite, avec toutes les technologies qu'il faut pour surveiller le mouvement des tankers à partir des ports iraniens. Et ce qui est manifeste, c'est que d'abord, on peut suivre ces mouvements et que ces mouvements sont essentiellement, comme vous le devinez, en direction générale de l'Est et surtout de la Chine. Donc, la question est de savoir s'il est possible d'imposer un blocus sur les exportations russes de pétrole. Probablement, la réponse est non. Et ce qui est frappant, c'est que jusqu'à présent, les gouvernements occidentaux n'ont pas essayé d'imposer un blocus sur les exportations de pétrole,
ni sur celle du gaz. D'abord, c'est pour éviter une crise, mais je pense que puisqu'il n'y a pas jusqu'à présent le soutien officiel des gouvernements occidentaux, que ce mouvement spontané des traders, n'est-ce pas, ne durera pas, ne va pas durer. D'abord, la réaction des Russes, très prévisible, c'est de proposer des rabais qui sont actuellement de l'ordre de 20 $ le baril par rapport au prix de référence Brent ou bien West Texas Intermediate. Bon, imaginons des rabais de 30 $ ou de 40, de 50. À partir d'un certain moment, l'affaire est si bonne que les traders vont se précipiter. Donc voilà la question, c'est la question de savoir si un blocus est vraiment praticable. Le gaz, c'est une autre affaire parce que le gaz est acheminé par gazoduc. Donc on a plus de contrôle à l'arrivée. Et là, bien sûr, une interruption forcée de la part du client, du destinataire, et bon, on peut l'imaginer, mais l'Europe dépend tellement du gaz russe à court terme qu'on a peine à imaginer un tel scénario. Ce qui est plus probable, c'est que les Russes eux-mêmes interrompront l'exportation du gaz vers l'Europe. Quant aux conséquences, un chiffre qu'il est utile de garder en tête, c'est que sur les revenus de l'exportation en hydrocarbures, le gaz représente seulement 1/5 du total. Le pétrole représente les autres 4/5. Merci beaucoup, Seine. Guillaume, puisque tu as manqué de temps pour ton 4e scénario, je serais prêt à t'accorder 2 minutes parce que c'est la grande question. Maintenant qu'on est passé au stade de la guerre tout azimut, qui est déclarée comme en étant une de démilitarisation et dénazification, quels sont les objectifs, selon ta lecture, de Poutine en Ukraine? Oui, en fait, 2 minutes. Le 4e scénario, j'avais déjà commencé à l'évoquer, c'est en fait celui qui ne porte pas encore de nom parce qu'il a commencé le 24 février, il est tout récent. Il semble sans précédent, c'est aussi ce qui se distingue des autres scénarios, c'est qu'il semble sans précédent par rapport à l'expérience russe post-soviétique. Pour trouver des parallèles, il faudrait remonter à l'expérience soviétique elle-même. Il y a des gens, par exemple, qui ont tracé des parallèles avec 68 et l'invasion de la Tchécoslovaquie. Mais la Russie étant par ailleurs, comme je l'ai dit, un régime tellement différent de l'Union soviétique, je pense que les parallèles ne nous aident pas tant, en fait. Mais donc, en fait, c'est juste le point sur lequel j'insisterai, c'est la relative continuité ou changement par rapport au scénario précédent. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui semblent relativement continus, c'est-à-dire que les objectifs seraient les mêmes, mais les moyens sont infiniment plus musclés, et c'est ça qui a surpris tous les observateurs, moi y compris. C'est-à-dire que la neutralité de l'Ukraine, que j'ai dit comme euphémisme pour dire donc non-adhésion à l'OTAN et alignement sur la Russie d'un point de vue stratégique, ça faisait longtemps que la Russie le réclamait. Ce qui semble nouveau, c'est que la Russie soit prête à y aller par des moyens militaires, c'est-à-dire la destruction du potentiel militaire de l'Ukraine, qui permettrait d'une part, évidemment, d'empêcher, de décourager une adhésion à l'OTAN et d'empêcher leur reprise par la force de la Crimée et du Donbass, et aussi évidemment d'envoyer un message très fort qui ressemble de ce point de vue-là au message qui avait été envoyé quand la Russie avait détruit toutes les installations de l'OTAN construites en Géorgie en 2008, qui était aussi un moyen de dire, bon, ça ne sert à rien de mettre trop d'argent là-dessus, on est capable de le détruire. Là, la grande question, la grande interrogation, c'est, comme tu l'as dit, Dominique, c'est la question de la dénazification, qui est un concept d'abord évidemment absurde d'un point de vue analytique et historique, hein, mais qui est surtout extrêmement vague dans son application. Ouais. Ça semble impliquer, si on se fie aux déclarations même de Poutine, un changement de régime par la force, puisqu'il a lui-même, vendredi dernier, fait appel aux militaires, à l'état-major ukrainien pour qu'il renverse le gouvernement
Donc là, on parle de changement de régime par la force, ce qui est assez ironique considérant que ça fait au moins 20 ans que Poutine dénonce les changements de régime par la force à travers le monde en disant que lui, il est pour la stabilité et la souveraineté, maintenant que c'est ce qu'il est en train de faire lui-même. Mais en même temps, la dénazification, je vais juste finir là-dessus, est un concept tellement flou qu'en fait, je pense que ça permet aussi à Poutine de conserver une certaine marge de manœuvre par rapport aux résultats de l'opération elle-même. C'est-à-dire que, et je n'exclus pas la possibilité que le Kremlin ne se soit pas vraiment arrêté lui-même sur un objectif définitif et qu'il considère une variété de résultats possibles où il pourrait potentiellement crier victoire à l'une de ces options-là. Occupation partielle du territoire, changement du régime, occupation de la capitale, pas de la capitale, etc. Et crier victoire à la dénazification quand même, tout simplement parce que justement, personne ne sait exactement ce que ça signifie. Et donc, c'est de manière assez typique pour le Kremlin, le flou est cultivé sciemment afin de se laisser plus de marge de manœuvre. Merci Guillaume. Question pour François, même si tu as répondu en privé. Comment distinguer les combattants des non-combattants dans un conflit qui implique la résistance des civils de tout ordre? Quelle est la valeur que la Russie accorde aux conventions de Genève? Quels sont les moyens de contraindre si elles ne sont pas reconnues? Oui. Écoutez, c'est la question qu'on se pose depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, mais de manière plus contemporaine, les théâtres de guerre, d'hostilité, un peu partout sur la planète aujourd'hui, si on fait un regard rapide, c'est généralement un modus operandi dans lequel on voit de l'insurrection contre insurrection, combattants civils, et donc où les armées, même si dans le contexte ukrainien, peuvent effectivement sembler bien représentés avec un vêtement qui les caractérise, qui leur permet d'être sous une hiérarchie militaire. À partir du moment, effectivement, où il y a une implication de milices civiles, et là, ça va aller de tous bords du côté, ça va être des Tchétchènes qui vont débarquer, ça va être, bon, etc., des Occidentaux qui vont aller aider, etc. On en voit qui sont même partis du Canada pour y aller. Alors là, c'est sûr que ça va complètement rendre un flou complet sur qui est un combattant, qui est un non-combattant, qui est un civil, qui n'est pas un civil. Est-ce que certaines de ces opérations-là sont légitimes ou non? Est-ce que ces combattants-là sont littéralement utilisés par les autorités ukrainiennes aussi, hein, pour que ça crée plus de morts chez les civils? Est-ce que c'est un scénario probable? Peut-être. Je ne veux pas dire que ça se passe, mais je veux juste montrer à quel point c'est compliqué et c'est pas tranché. Alors, malheureusement, à partir de ce moment-là, on ne peut plus vraiment faire la distinction, simplement répondre à votre question comme ça. Et simplement répondre à votre question, c'est ce que j'avais écrit dans le chat, que évidemment, je pense qu'il y a un large consensus, puis les Nations Unies, 140 quelques pays ont aussi déclaré ça, que finalement, l'invasion russe en Ukraine était déjà une violation du territoire d'une part, et à partir du moment où c'est une violation du territoire, mais c'est certain que toute attaque sur les civils, particulièrement, c'est des crimes de guerre / violation des conventions de Genève. Et donc, à la question, est-ce que la Russie se préoccupe des conventions de Genève? Personnellement, ce qu'il fallait démontrer, c'est non, visiblement, il ne s'en préoccupe pas. Merci. Est-ce que Seine, tu veux intervenir? Une question très rapide pour Guillaume. Est-ce que votre quatrième scénario ne pourrait pas s'intituler la tchétchénisation et même la groznification de l'aventure? Alors, dans un premier temps, cela implique la destruction massive d'une grande partie de Kiev et des autres grandes villes ukrainiennes, si elles résistent. Et dans un deuxième temps, la difficulté avec ce scénario, c'est qu'il faut trouver un personnage fantoche pour gouverner l'Ukraine occupée. Comme on sait, Poutine a mis 2 bonnes années avant de tomber sur Kadyrov Junior. Il a eu un incroyable coup de chance en dénichant ce personnage qui lui assure le contrôle de la Tchétchénie. Est-ce qu'on verrait le même scénario en Ukraine et bien sûr à peu près les mêmes difficultés puisqu'il n'y a pas de Kadyrov pour l'instant à l'horizon? Guillaume, donc, ce serait évidemment un scénario totalement catastrophe.
Ça ne me paraît pas, probable, disons, pour le dire très rapidement, puis ensuite je vais détailler parce que l'Ukraine n'est pas la Tchétchénie. Je veux dire, le territoire est immensément plus large. Je veux dire, les ressources que ça impliquerait d'un point de vue... Je ne pense pas que la Russie ait les moyens d'occuper l'Ukraine. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, pour cette raison-là, je pense que ça ne fait pas partie de leur objectif parce que ça me paraît totalement irréaliste. La Russie n'a pas les moyens d'occuper par la force un territoire hostile aussi grand que l'Ukraine avec une population aussi mobilisée. Je veux dire, les Tchétchènes étaient très mobilisés, mais je veux dire, il y a quand même une différence d'échelle appréciable entre l'Ukraine et la Tchétchénie. Et ensuite, il y a la question d'effectivement une occupation avec un territoire à la Vichy, si on peut faire encore des parallèles avec la Deuxième Guerre mondiale, donc un régime de collaboration. Comme le disait Dominique dans une table ronde un peu plus tôt cette semaine, on ne voit pas très bien qui en Ukraine pourrait, comme vous l'avez dit, Étienne aussi, qui pourrait occuper un rôle pareil qui paraît absolument intenable, parce que même les forces traditionnellement russophiles de l'Ukraine se sont évidemment mobilisées contre une invasion de leur pays. Et donc, on ne voit pas vraiment quel candidat serait prêt à une mission suicide qui consisterait à essayer de tenir l'Ukraine au nom de la Russie. Donc, de ce point de vue-là, ce scénario catastrophe me paraît heureusement peu probable, ce qui ne veut pas dire que les autres solutions sont comme très agréables, mais celui-là ne me paraît pas réaliste. Ce qui souligne à quel point la stratégie russe tourne à vide. En fait, si je peux me permettre, Poutine a une vision fantasmée de l'Ukraine. Dans son discours encore hier, macabrement fantasmé de l'Ukraine, de cette Ukraine imaginaire qui est aux prises, qui est étranglée par les soi-disant néo-nazis, bandits, fascistes. C'est tous les mots qu'il a utilisés hier, sauf le mot armée ukrainienne ou ukrainien. Alors, la guerre est présentée comme une opération pour sauver l'Ukraine des fascistes, alors qu'en réalité, son appui social s'est totalement désintégré. Je vais vous donner, il y a un témoignage qui m'a marqué parce que c'est très symbolique. En 2014, lorsque le gouvernement, la violence sur Maïdan a fait effondrer le Parti des régions et Yanukovych a fui, il a fui vers Kharkiv. Et le lendemain, les élites de Kharkiv avaient prévu organiser une espèce de Vendée, pour les références à la Révolution française, de Vendée ukrainienne, de congrès anti-Maïdan, pour commencer à tout le moins la rébellion anticonstitutionnelle. Et c'était contre le Maïdan, c'était même télévisé sur toutes les chaînes de télé russes. Et le personnage, l'acteur principal derrière cette opération, c'était le gouverneur de Kharkiv, Mikhailo Dobkin. Bon, ça a foiré. Et en fait, les élites du Parti des régions, à travers l'Ukraine de l'Est, incluant dans le Donbass, incluant en Donetsk, sont toutes restées fidèles, loyales à Kiev, sauf en Crimée. Crimée, c'est un peu plus compliqué. Mais, et puis voilà, Dobkin, au début de la guerre, donc la semaine dernière, a publié un témoignage sur Facebook pour dire que toute sa vie s'est écroulée, toute sa vision s'est écroulée, c'est-à-dire sa représentation de la Russie ou du monde russe. Poutine est en train d'annihiler, de vaporiser les liens qui ont historiquement lié les Ukrainiens de l'Est à la Russie. C'est la réalité plutôt que la représentation fantasmée de l'Ukraine. Question pour Anna. Pensez-vous que les élites russes pourraient faire évoluer ces choix et décisions, les choix et décisions de Poutine face aux conséquences des sanctions? C'est une vraie question. Et elle nous amène notamment à s'interroger sur les modes de fonctionnement au sein des élites russes et notamment des cercles du Kremlin. Là, une fois de plus, voyez, il ne s'agit pas d'aller dans la tête de Vladimir Poutine, ce que beaucoup ont essayé de faire et qui est un petit peu stérile. Et je suis d'accord pour dire que c'est un peu l'abandon de notre compétence. Mais disons, il est certain qu'on a donc un pouvoir qui s'est construit autour d'une grande verticalité, où l'allégeance personnelle au leader est un élément
structurants à chaque étape de la verticale. Donc, voilà, la proximité personnelle de Vladimir Poutine et puis après, derrière, la proximité personnelle à celui qui est proche de Vladimir Poutine sont des éléments structurants du pouvoir politique. Alors, dans cette verticale, il y a, disons, des représentants qui ont des intérêts un petit peu divergents. Nous avons, grosso modo, et c'est là je m'appuie sur l'analyse d'une politiste qui s'appelle Tatiana Stanovaya, qui travaille beaucoup sur les cercles autour du Kremlin. On aurait schématiquement 2 cercles. On aurait le cercle de ceux qui sont plutôt proches des forces de l'ordre, services spéciaux, services de sécurité, renseignements, etc. Et en fait, ce cercle-là aurait gagné en influence ces dernières années auprès de Vladimir Poutine et serait derrière la déclaration de guerre. D'un autre côté, on aurait le cercle des gestionnaires, dans lesquels il y aurait par exemple le Premier ministre, mais aussi le maire de Moscou, mais aussi un certain nombre de représentants régionaux qui, eux, en fait, tirent leurs rentes et leurs avantages d'un certain d'un fonctionnement, d'une insertion de la Russie dans le commerce mondial, de l'argent tiré de l'exportation des hydrocarbures, de la possibilité d'avoir du business, de gagner de l'argent, d'envoyer leurs enfants à l'étranger, etc. Donc ceux-là, bien évidemment, sont aujourd'hui en minorité et n'ont pas été inclus dans la décision. Nous avons ce moment extraordinaire en amont de l'invasion, qui est la réunion du Conseil de sécurité russe avec Poutine, qui fait défiler en fait tous les dignitaires du pouvoir un à un derrière un pupitre, où en fait chacun se doit symboliquement, en faisant un petit speech sur la reconnaissance des républiques de Donetsk et de Lugansk, doit symboliquement prêter allégeance au leader. Alors, en fait, on est réduit malheureusement aujourd'hui à de la criminologie le plus basique, c'est-à-dire lire entre les lignes des vidéos et des déclarations. Mais ce que l'on constate en fait là-dedans, c'est d'une part une volonté d'associer toutes les élites, de les lier en fait par un engagement de fidélité qu'elles déclarent ouvertement à la télévision, diffusée sur toutes les chaînes de la Fédération de Russie. Et quand on a besoin en fait de voir ses vassaux jurer allégeance en public, c'est qu'en réalité, on n'en est pas extrêmement sûr. Et on voit également des voix dissonantes. Alors, les gens ont parlé du chef du renseignement extérieur. On a noté cette humiliation de Narishkin qui en fait bafouille et se fait reprendre comme un mauvais élève par Vladimir Poutine. La réunion a été filmée et diffusée en différé. Donc, c'est un passage qui aurait pu être coupé. Il n'a pas été coupé. C'est une humiliation publique. Qui montre aussi la verticalité. Et puis, de l'autre côté, on a aussi un épisode très intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été coupé. C'est le procureur général. Mais la coupure a été mal faite, c'est-à-dire qu'on le voit retourner vers sa chaise après avoir parlé, mais il n'y a pas eu de speech. Le speech n'a pas été diffusé, donc probablement qu'il y a eu également une opposition. Donc, des signes de fissure, nous en avons, par exemple, dans les élites politiques. Nous avons aujourd'hui la sénatrice Narusova, qui par ailleurs est la veuve du mentor de Vladimir Poutine, Alexei Sobchak, qui a fait un discours anti-guerre assez conséquent au sein du Parlement, du Sénat. Du Sénat russe. On a un certain nombre de déclarations d'acteurs publics au niveau local. Cependant, en fait, c'est difficile à dire parce que les logiques du pouvoir russe incluent des carottes et des bâtons, des possibilités de tenir les gens non seulement par les gains qu'ils ont, mais également par les dossiers que l'on a sur eux et la possibilité de les faire couler rapidement. Donc, aujourd'hui, le coût de la défection est très important encore auprès des élites russes. Mais bien évidemment, vous voyez, on ne peut rien dire, mais on n'est pas à l'abri d'un engrenage non plus parce que les petites fissures sont présentes. Merci Anna. Malheureusement, il ne reste qu'une seule minute. Il y avait beaucoup de questions sur évidemment l'OTAN, les garanties de sécurité de la Russie, tout ce qu'on a discuté, tout ce qui a été discuté là, depuis 2 mois avec haute intensité. On ne pourra pas les aborder. Peut-être que ce n'était pas aussi le bon panel pour les aborder. Alors, on va planifier dans les prochaines semaines assez rapidement
un panel avec un aspect peut-être plus sécuritaire et une étude aussi plus ciblée de la guerre qui se déroule actuellement, les objectifs de guerre. Mais il y a une question ici d'une doctorante de chez nous. Pensez-vous que la guerre menée par la Russie en Ukraine puisse prendre des tournures telles que celles qui ont eu lieu dans les Balkans dans les années 90? Alors, je pense que Anna et les panélistes seraient d'accord avec moi que les chances d'une guerre civile en Ukraine sont totalement nulles, parce que c'est exactement le contraire qui se produit. C'est cet acte extrême, sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, finalement soude comme une unité la nation ukrainienne, comme elle n'a jamais été soudée. C'est presque le long processus de construction de la nation ukrainienne vient à son apogée grâce à cet acte d'agression. Donc, c'est une guerre, évidemment, qui va faire... Le parallèle ici, c'est qu'on doit malheureusement, là, François l'a déjà évoqué, s'attendre au pire en termes du nombre des victimes qui risquent de monter en flèche avec l'intensification des bombardements, mais pour toute autre raison que les raisons qui ont mené aux multiples guerres de Yougoslavie, en particulier en Bosnie et au Kosovo. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposons. Anastasia a dû nous quitter parce que c'est évidemment la soirée déjà à Paris. Elle a une petite qu'elle devait mettre au lit. Je voudrais remercier Anna et Thane, Guillaume et François, ainsi que les organisatrices Anna Bogic et Rita Abrahamsen du Centre, nos partenaires. Merci beaucoup au nom de la chaire d'études ukrainiennes. Nous espérons vous revoir très bientôt pour un autre événement sur cette guerre terrible. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.